le cinéma iranien tel qu'on le connaît, qu'il est montré dans les festivals, qui remportent des prix depuis maintenant au moins une trentaine d'années, c'est des films en fait qui ont souvent été rapprochés du cinéma italien d'après-guerre, ce qu'on appelle l'esthétique un peu néo-réaliste, en tout cas réaliste. Voilà, on peut aussi le définir comme un cinéma humaniste, en tout cas pour moi c'est des adjectifs qui correspondent très bien au Diable n'existe pas. Et ce cinéma iranien, si on a pu le comparer à une époque, à travers notamment un réalisateur qui s'appelle Abbas Kiarostami, qu'on a beaucoup comparé à une époque lorsqu'on le découvrait à Rossellini par exemple, ou à d'autres cinéastes que vous connaissez peut-être, italiens d'après-guerre, c'est que aussi bien par le propos que par le style, le cinéma iranien s'est vraiment inscrit en fait dans ce cinéma-là, dans ce cinéma ancré dans la société, mais qui en même temps, tout en abordant des questions profondément iraniennes, arrive à avoir une dimension universelle. Voilà, c'est-à-dire que Le Diable n'existe pas, parle parfois de façon très très précise de la société iranienne, et en même temps, selon moi, c'est un film dans lequel tout spectateur peut se reconnaître parce qu'il pose des questions sur les choix qu'on doit faire, sur la liberté, sur le prix qu'il y a à payer. Voilà, donc qui sont des questions humanistes et parfois même philosophiques. Voilà, donc pour moi ça fait partie des traits caractéristiques du cinéma iranien. Alors, en fait, vous le savez peut-être, mais la structure de ce film, qui est donc un film en 4 parties, est due au fait que le réalisateur lui-même ne pouvait pas avoir l'autorisation de tourner. En Iran, il faut une autorisation, en fait, pour pouvoir tourner, pour ne pas avoir de problème, justement, comme vous le dites, avec l'État, la police, etc. Et les autorisations ont été prises au nom de 4 assistants du réalisateur pour des moyens métrages. Voilà, donc c'est pas complètement mentir, mais en même temps, derrière ces 4 histoires, il y avait Mohammad Rasoulov, qui parfois était présent sur le tournage, mais il s'arrangeait pour qu'on ne le reconnaisse pas, puisqu'il n'était pas censé être là, il n'était pas censé être le réalisateur de ces films-là, mais en tout cas, il a supervisé ces films, lui-même était en Iran à ce moment-là. Alors, c'est un cinéaste que moi je connaissais par rapport à ses films précédents. C'est un film qui était très attendu puisqu'il avait remporté déjà l'Ours d'Or à Berlin en février 2020. La sortie a même été retardée. Je me souviens que le film a fait la couverture de la revue Positif en plein durant le confinement, puisqu'il devait même sortir en 2020, en fait, mais il est sorti en décembre 2021. Voilà, mais bon, l'impression c'est que j'ai été en fait très frappé par le film, parce que pour moi c'est un réalisateur qui de film en film devient, selon moi, de plus en plus maître en fait de son cinéma. Pour moi c'est un film qui a une ampleur que je trouve incroyable, et le sentiment que j'ai eu, c'est d'être en face d'un vrai classique du cinéma. C'est-à-dire que pour moi ce film-là, il restera en fait. Pas simplement parce qu'il a eu l'Ours d'Or, peut-être le prix Jean Renoir, mais en tout cas, pour moi, c'est un film dont on se dit qu'on le montrera dans 10 ans, dans 20 ans, pour illustrer éventuellement la thématique de la peine de mort ou la thématique de la liberté, des choix que l'on doit faire. Donc j'ai eu ce sentiment d'être en face d'un classique du cinéma, déjà d'emblée, en fait, en le voyant. La première fois où on voit une condamnation à mort, c'est la fin du premier épisode, qui s'appelle justement « Le diable n'existe pas ». On voit 5 condamnés à mort, dont on voit que les pieds. Et on ne sait pas pourquoi ils sont condamnés à mort. Dans le deuxième épisode, si vous vous souvenez, le soldat qui s'enfuit, en fait, libère plus ou moins un condamné à mort, en tout cas lui permet de ne pas non plus être exécuté. Mais lorsqu'il lui demande pourquoi tu as été condamné, il ne répond pas. Voilà. Puisqu'en fait, les personnes qui sont condamnées peuvent être parfois condamnées pour des crimes, des homicides aussi, etc. Donc certainement, la personne a peur que le soldat revienne sur sa décision. Seulement, dans le troisième épisode, si vous vous souvenez, avec la photo de l'instituteur, là, on comprend que la personne qui a été exécutée n'a pas été exécutée parce qu'elle faisait du trafic de drogue ou parce que
elle aurait tué quelqu'un, mais pour ses idées. Et ça, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder, en fait, par rapport... voilà. Et il y a énormément de personnes qui sont condamnées à mort en Iran pour délit d'opinion. Et donc, en ce sens-là, oui, c'est un film fidèle à la situation en Iran. Voilà, notamment sur la peine de mort, puisque même si les autres, on ne nous dit pas pourquoi, mais on peut plus ou moins deviner. D'ailleurs, ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est qu'il laisse une liberté au spectateur aussi, mais en même temps en étant aussi très clair sur la position du réalisateur. Par exemple, encore une fois, la photo du maître d'école, on comprend que ce n'est pas quelqu'un qui méritait, je ne dis pas que les autres méritaient, hein, attention, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été exécuté pour ses idées. Voilà, donc, et ça c'est là pour le coup un vrai sujet impossible à aborder et qui du coup a été transgressé. Là, finalement, c'est un interdit qui a été transgressé par rapport à la censure habituelle. Ça a été transgressé sans qu'on nous dise, voilà, sans qu'on nous dise, il a été condamné explicitement pour ses idées. Mais encore une fois, je pense que le spectateur le comprend. Si on appartient à une famille dont un des membres a été tué par une personne qui du coup est condamnée à mort, on peut soit demander la loi du talion, donc la peine de mort, soit demander une compensation financière, soit gracier. Et il y a énormément de films, c'est pour ça que faire des films contre la peine de mort est autorisé en Iran, mais pour parler en fait de cette possibilité qui est reconnue. Et je pense que de la part des acteurs, pour répondre à votre question, il y a aussi, en plus de leur soutien aux réalisateurs, une volonté aussi d'essayer de faire évoluer les mentalités pour que de plus en plus de personnes, en fait, accordent la grâce, voilà, ou demandent une compensation financière, mais ce qui revient aussi à changer la mentalité au sein d'une société. Voilà, faire évoluer aussi la mentalité des Iraniens en règle générale. Moi, ce que je trouve très intéressant dans la situation de Mohammad Rassoulov, c'est que c'est un cinéaste qui, dès qu'il a été condamné, lui et Jafar Panahi, qui a aussi été condamné en même temps que lui, leur cinéma, à ces deux réalisateurs, ont vraiment changé. C'est-à-dire que Jafar Panahi, qui avait l'habitude de tourner en extérieur, n'a plus tourné en extérieur, il a tourné en huis clos dans des voitures, si vous avez vu Taxi Téhéran, ou Ceci n'est pas un film, et Mohammad Rassoulov qui tournait des films beaucoup plus symboliques en fait, avec des acteurs, alors, parfois professionnels, parfois non professionnels. Par exemple, un film de 2005 qui était sorti en France qui s'appelle La vie sur l'eau. Donc c'était le genre de film qu'il tournait avant 2011. Mais dès qu'il a été condamné, en fait, son cinéma a changé. Il est allé vers la fiction, il a tourné avec des acteurs célèbres, professionnels en tout cas, et qui en fait, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, s'engagent effectivement aussi à ses côtés, tout comme les techniciens, ses assistants, etc. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne sacrifie rien à l'art du cinéma. C'est-à-dire, il ne se contente pas de dire on est dans cette situation-là, compliquée, etc., donc on va faire un film, par exemple, semi-documentaire ou quoi que ce soit. Non, on tourne vraiment avec des moyens, on essaye vraiment de faire même une belle image, enfin voilà, de soigner son propos, de soigner la mise en scène, de passer du temps aussi à réfléchir. Et donc il y a certainement eu de très grandes répétitions avec les acteurs, et je pense en fait que il y avait peut-être le sentiment de faire une œuvre importante, et encore une fois, ce que je disais aussi tout à l'heure, peut-être un film qui devrait rester, mais en tant que film, en tant qu'œuvre cinématographique. Donc même s'il y avait du stress, je pense qu'il y avait aussi le stress de faire un film qui soit au vrai niveau du cinéma aussi, pour être la meilleure réponse en fait aussi à cette situation-là, pour démontrer qu'on a affaire à un cinéaste, un peu comme l'histoire de l'instituteur. C'est quelqu'un de modeste, mais qui faisait très bien son travail d'instituteur dans le film, tel qu'on le devine. Et là, de la part de Rassoulov, il y a peut-être l'envie de montrer aussi qu'il est un véritable cinéaste, et pas juste un cinéaste persécuté, mais un cinéaste tout court.